Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite le papyrus X de Leyde. Il s'agit d'un morceau de papyrus enterré avec un nom à Thèbes, l'ancienne capitale de l'Égypte, vers 250 après Jésus-Christ. Mais ce qui rend cette découverte très mystérieuse, c'est que l'homme était accompagné d'une multitude de documents, tous écrits par le même scribe. Et au 19e siècle, un aventurier nommé Jean d'Anastasie a mis la main sur ce papyrus et l'a vendu, ainsi que de nombreux autres au gouvernement néerlandais. Ces précieux rouleaux et textes anciens ont été confiés à l'université de Leyde pour être préservés, et chaque papyrus de cette collection a reçu une lettre de l'alphabet pour être classé. Et en 1885, certains de ces papyrus ont été traduits en latin et rendus publics. Mais ce qui est vraiment étonnant, c'est le contenu du papyrus X. Ce morceau de papyrus enterré avec un nom au hasard à Thèbes comporte 20 pages au total. Et devinez quoi? Il contient environ 111 recettes. Mais ce n'est pas vraiment un livre de recettes d'une mamie. Ces recettes sont destinées à extraire ou à contrefaire des métaux précieux, cependant, elles sont extrêmement vagues et rédigées avec des abréviations et sans véritable instruction à suivre. Pourtant, chaque recette donne des indications approximatives sur la façon de créer de l'or, de l'argent, de la teinture pourpre, qui était d'ailleurs bien plus chère que l'or à l'époque, et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle était portée par les empereurs romains, ainsi que différentes encres, et ce, en se servant de principes alchimiques. Imaginez un peu, nous disposons ici d'un véritable livre de recettes alchimiques, une sorte de guide pratique utilisé par quelqu'un pour créer des métaux précieux, et ce n'est pas tout. Les autres papyrus de la collection sont tout aussi intrigants. Le papyrus V, par exemple, renferme la recette d'une encre mystique composée de 7 parfums et de 7 fleurs, ainsi que des secrets pour purifier l'or et les noms de 37 plantes secrètes. Mais ce qui est vraiment surprenant, c'est de réaliser à quel point l'alchimie était populaire dans l'Égypte ancienne, ou bien l'Égypte romaine pour être plus précis. Des gens complètement ordinaires se baladaient avec des recettes pour créer de l'or solide en se servant d'ingrédients aussi extraordinaires que le sang de serpent, la queue de rat, la dent de lion et même le sang de dragon. Maintenant, la question est, seriez-vous prêt à essayer l'une de ces anciennes recettes, mais pas sûr de trouver du sang de dragon ou des dents de lion dans l'épicerie du coin? Les tablettes anciennes. Il y a plus de 2000 ans, un étudiant s'attelait à ses devoirs, et ce, dans un temple de la cité antique de Boursipa. La ville, aujourd'hui en Irak moderne, n'est plus qu'une ruine. Mais au moment où l'étudiant nommé Nabou Kusushu se mettait à ses devoirs, l'Irak n'existait pas encore. Nous sommes en ancienne Mésopotamie et l'étudiant se formait pour devenir brasseur. Chaque jour, ses tâches comprenaient le brassage de la bière utilisée dans les rites religieux, la tenue de registres sur des tablettes d'argile et la préservation d'anciens hymnes. Nabou était à la fois scribe et brasseur, écrivant en cunéiforme. Et nous disposons de tous ces détails grâce aux tablettes d'argile retrouvées en Mésopotamie, immortalisant la vie de Nabou. Cette écriture existait déjà depuis 3000 ans, bien plus longtemps que le français ou l'anglais par exemple. Les Sumériens l'avaient inventée pour enregistrer les rations alimentaires et les rations de bière et garantir le paiement des travailleurs. Et au fil du temps, les Sumériens se sont servis de leur écriture pour exprimer des concepts de plus en plus complexes. Ils sont passés de la simple comptabilité alimentaire à la narration d'histoires et à la création de mythes. Cependant, le sumérien est peu à peu tombé en désuétude. La langue akkadienne est devenue la norme et les scribes ont dû traduire la sagesse sumérienne ancienne vers cette nouvelle langue populaire. Et grâce à leur effort, les plus anciennes informations du monde sont demeurées préservées sur des tablettes d'argile. Et parmi ceux qui ont contribué à immortaliser ces connaissances, se trouvait notre ami Nabou, un jeune homme qui cherchait sans doute simplement à terminer ses travaux et rentrer chez lui le soir, comme tout le monde d'ailleurs. Assis à l'ombre d'une gigantesque pyramide, appelée ziggurat, il prenait des notes sans imaginer que des milliers d'années plus tard, des personnes les étudieraient avec intérêt et qu'une certaine tête de nœud en parlerait dans une vidéo sur YouTube. Les revenants romains. Des archéologues travaillant en Turquie ont récemment découvert une manifestation du mysticisme antique dans l'Empire romain.
La plupart des gens savent que nos ancêtres éprouvaient une fascination envers diverses pratiques allant des sortilèges aux rituels ancestraux. Nos ancêtres, c'est-à-dire les peuples du monde antique, des côtes britanniques aux jungles de l'Inde, étaient obsédés par la magie et le mysticisme. Et ce qui a été découvert en Turquie est très étrange, même selon les critères de l'Antiquité. Les chercheurs ont découvert une sépulture à crémation dans la nécropole de Sagalassos, une sépulture qui différait considérablement des autres sépultures du site. Ces découvertes remontent à l'époque romaine, vers le 1er siècle de notre ère. Les restes incinérés d'un inconnu ont été enterrés au lieu d'être placés dans les lieux secondaires, comme c'est normalement le cas. Les Romains incinéraient très souvent leurs cadavres, mais ils conservaient généralement les cendres en lieu sûr dans un bâtiment spécial. Dans ce cas, les restes incinérés ont été enterrés avec des clous tordus. Les cendres humaines étaient entourées de clous, puis scellées sous une couche de briques et de chaux. Les chercheurs pensent que cela faisait partie d'un rituel magique, les clous agissant comme une sorte de barrière. Cette barrière devait permettre à l'esprit de la personne à qui appartenaient les cendres de rester dans l'au-delà. La brique et la chaux agissaient comme une dernière barrière au-dessus, empêchant tout esprit errant agité de s'échapper des cendres et de faire des ravages dans la société. Quelle que soit la personne qui a reçu la sépulture, elle a dû être considérée comme un sorcier, un nécromancien ou un magicien très puissant par la communauté. Le tapis de Pazyryk. Dans les montagnes froides des solitaires de l'Altaï, en Sibérie, un incroyable morceau d'histoire a été découvert en 1948. Juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale, des archéologues ont trouvé la tombe d'un prince à 1600 mètres au-dessus du niveau de la mer. À l'intérieur de la tombe se trouvait un tapis tissé à la main, actuellement le plus ancien tapis existant. Il s'agit du tapis de Pazyryk et les tests au radiocarbone ont montré qu'il avait environ 2500 ans. C'était un événement considérable à l'époque. Mais si ce tapis est le plus ancien que nous ayons, il est presque certain que ces techniques de tissage existaient déjà des milliers d'années auparavant. Les chercheurs ont estimé qu'il y a 4000 ans, en Russie, les habitants maîtrisaient déjà l'art du tissage des tapis. Ce tapis particulier a dû être un bien précieux pour le prince enterré dans les montagnes. Il a été découvert avec de nombreux autres trésors, bien que la plupart d'entre eux aient été pillés il y a bien longtemps. Au sommet de la tombe, il y avait un trou qui avait probablement été creusé par les pilleurs, et ils n'ont d'ailleurs jamais pris la peine de recouvrir le trou, et le tapis a donc été retrouvé gelé dans la glace. C'est d'ailleurs cette couche de glace qui a protégé le tapis pendant des siècles, le préservant pour la prospérité. Merci aux pilleurs. Et le tapis, qui ne peut pas voler, soit dit en passant, est actuellement conservé au musée de l'Ermitage en Russie. Bon, je ne pense pas qu'on puisse le visiter de sitôt, mais il y a tout de même de superbes photos en ligne. La tombe des crânes immergés. Des archéologues suédois ont découvert une mystérieuse et inquiétante sépulture immergée, à l'intérieur de laquelle se trouvaient des têtes empalées sur des pieux. Les spécialistes ont découvert une sépulture datant de 8000 ans, remplie de crânes humains malmenés, et 2 d'entre eux étaient transpercés par des pieux en bois, et personne n'a la moindre idée de ce que cela signifiait. À l'âge de pierre, lorsque la tombe a été créée, le cimetière était situé au fond d'un lac. Cela signifie que ces crânes ont été empalés et placés sous l'eau volontairement. Ensuite, 11 adultes ont été jetés sur la tombe. Ils n'ont même pas été enterrés, mais leurs cadavres ont été empilés sur la tombe et probablement lestés de pierre. Seul un des 11 adultes avait encore sa mâchoire intacte. Et les choses deviennent encore plus étranges. La sépulture contenait des mâchoires, non pas d'humains, mais d'animaux, ainsi que des bras et des jambes de créatures de la forêt. Et tous les bras et les jambes provenaient du côté droit du corps exclusivement. Et selon le directeur des fouilles, Frédéric Algren, la sépulture est un exemple de rite très complexe et structuré. Les scientifiques espèrent déchiffrer la signification de ce rite très étrange, mais pour l'instant, ils ne peuvent que se gratter la tête avec perplexité. La situation est la suivante. Il s'agissait de chasseurs-cueilleurs et ces premiers hommes n'avaient pas accès à l'agriculture et n'avaient jamais vu de ville auparavant. Pourtant, ils pratiquaient des rites funéraires incroyablement compliqués à des fins totalement inconnues. C'est de loin l'un des sites funéraires les plus étranges jamais découverts. Les brochettes humaines.
Jules César est l'un des seuls empereurs romains à avoir écrit un livre sur ses exploits et ses réalisations en tant que guerrier et empereur qui était aussi une sorte d'autobiographie. Il a écrit commentaires sur la guerre des Gaules en latin Commentari de Bello Gallico en 7 livres où Jules César raconte sa victorieuse guerre des Gaules en expliquant à tout le monde à quel point il était intelligent. Et dans son livre, César décrit l'invention d'une arme de guerre très brutale. Il s'agissait d'une sorte de brochette humaine, une fortification qu'il utilisait pour empaler ses ennemis. Et très récemment, des archéologues en ont enfin trouvé une pour la toute première fois. Et pendant des années, les historiens ont débattu de l'authenticité de cette arme barbare. Mais nous disposons maintenant de la preuve que César l'a vraiment inventée. Quelle était donc cette arme ? Il s'agissait d'une sorte de barricade. César a demandé à ses soldats de couper et d'aiguiser des centaines de branches d'arbres, puis de les enfoncer dans des tranchées et de les recouvrir de branches. Le but était de permettre aux assaillants de courir sur les pics cachés, puis de s'empaler sur les branches aiguisées. Il s'agissait d'une sorte de piège, et d'un piège très féroce de surcroît. Et dans son livre, César affirme qu'il plaçait ces pièges tout autour de son camp pour que la nuit, les assaillants se retrouvent empalés. Les archéologues ont finalement trouvé les restes d'une de ces broches humaines à Bad Ems, un ancien site romain en Allemagne actuelle. Des étudiants passaient le site au peigne fin lorsqu'ils ont trouvé les traces d'une défense à pointe enfoncée. Pas sûr que les pointes vieilles de 2000 ans soient encore très aiguisées, mais ils ont quand même eu de la chance de ne pas s'empaler dessus. Chirurgie cérébrale ancienne. Il y a 3000 ans, dans la cité antique de Tel Megiddo, quelqu'un a pratiqué une opération du cerveau. Des chercheurs ont découvert ce qui pourrait être la plus ancienne opération de chirurgie crânienne jamais pratiquée au Moyen-Orient. L'opération s'est déroulée à l'âge de bronze en Israël. Un médecin a pratiqué une trépanation crânienne sur son patient en perçant un trou dans le crâne du patient afin de soulager la pression accumulée à la suite d'un traumatisme crânien. Et le médecin a réalisé cette opération sans aucun équipement médical moderne, utilisant essentiellement des pierres pointues pour percer le crâne de la personne. Ce n'est d'ailleurs pas la première preuve de chirurgie cérébrale dans le monde antique. Les scientifiques ont trouvé des preuves similaires en Amérique du Sud, en Afrique et dans toute l'Europe. Et pour une raison très étrange, les sociétés anciennes étaient obsédées par la chirurgie du cerveau. Selon la scientifique Rachel Kalischer, la trépanation était une intervention chirurgicale universelle répandue dans le monde entier pendant des milliers d'années. Mais cette nouvelle découverte s'accompagne d'une tragédie. En 2016, des archéologues ont découvert les sépultures jumelles d'une paire de frères qui vivaient à Tel Megiddo. Le frère aîné présentait des signes évidents de chirurgie crânienne. Un grand morceau carré de crâne avait été enlevé à l'aide d'un instrument inconnu. Il semble que l'homme n'ait pas vécu très longtemps après l'ablation du morceau de crâne. Les chercheurs ont suggéré que les frères n'avaient pas assez d'argent pour poursuivre le traitement et que l'un d'entre eux est mort, puis le second. Ils ont ensuite été enterrés ensemble, mais on ne sait pas combien de temps le second frère a vécu après la mort du premier. La puissante reine Wari. Sur le site archéologique captivant d'El Castillo de Huarmey, au Pérou, en 2012, une découverte extraordinaire a été faite. Les restes d'une ancienne reine ont été dévoilés à l'intérieur d'un mausolée pyramidal. Cette tombe est véritablement l'une des plus fabuleuses jamais trouvées en Amérique du Sud. Elle renfermait les précieux vestiges de 58 femmes nobles dans le corps de la reine elle-même. Et selon le National Geographic, ces femmes appartenaient à la civilisation Wari. Les Wari régnaient sur de vastes régions du Pérou entre 700 et 1000 après Jésus-Christ, bien avant l'ascension des Incas. Imaginez, il y a environ 1200 ans, cette reine puissante dirigeait l'un des plus grands empires de l'histoire de l'Amérique du Sud. Et grâce à l'incroyable travail de l'artiste médico-légal Oscar Nilsson, nous avons désormais la possibilité de contempler le visage de cette reine avec une précision sans précédent. À partir de son crâne, Oscar a utilisé un scanner pour créer un modèle virtuel en 3D et ensuite, en s'appuyant sur son expertise médico-légale, il a ajouté les traits du visage, la chair et les tissus manquants. Mais ce qui est fascinant, c'est que malgré les 60 années qu'elle avait vécues, la reconstitution finale ne montre pas une femme vieillissante ou flétrie. Au contraire,
Nous avons devant nous le visage d'une femme très puissante, digne de son rôle de dirigeante de l'un des plus grands empires d'Amérique du Sud. Cependant, il y a un mystère qui subsiste. Nous ignorons tout de cette reine. Son nom, sa vie, les exploits de son règne, tout cela nous échappe. Mais grâce à cette reconstitution précise, nous pouvons désormais voir avec exactitude à quoi elle ressemblait. La robe de Tarkan. Et voici l'un des secrets les mieux gardés de l'histoire de la mode et de l'homme. La fameuse robe de Tarkan. Imaginez un vêtement en lin datant de 5000 ans, préservé jusqu'à nos jours. Incroyable, n'est-ce pas? Tout a commencé en 1913, lorsqu'un groupe d'archéologues a fait une découverte extraordinaire dans le cimetière de Tarkan, tout près du Caire, en Égypte. Ils ont mis au jour une robe de lin vieille de plusieurs millénaires, mais à cette époque, personne ne réalisait l'importance de ces trouvailles. Pendant plus d'un siècle, cette robe a été conservée précieusement à l'Université College de Londres, restant un mystère pour le monde. Ce n'est qu'en 1977 que les chercheurs ont commencé à s'y intéresser très sérieusement, et ce, dans le cadre d'un projet sur les tissus funéraires. Et c'est là que les choses ont commencé à devenir très passionnantes. La robe de Tarkan est désormais considérée comme le plus ancien vêtement féminin connu à ce jour. Elle a survécu miraculeusement à travers des millénaires, conservant une grande partie de son intégrité. Sa fabrication en lin, tissée à la main, témoigne du savoir-faire et de l'artisanat exceptionnel de l'époque. Mais voici le plus intrigant. Nous ne savons presque rien de cette robe et de la femme ou des femmes qui l'ont portée. Était-ce un simple vêtement du quotidien porté par une jeune femme ou était-ce une pièce spéciale utilisée lors de cérémonies ou d'occasions particulières? Les réponses à ces questions se perdent dans les brumes du temps. Mais en observant attentivement la robe de Tarkan, nous pouvons distinguer des signes d'usure suggérant qu'elle a été portée à de nombreuses reprises. Cela nous laisse imaginer les histoires qu'il pourrait nous raconter si elle pouvait parler. Le Palais des Rois. En 2022, une découverte incroyable a été annoncée, tellement incroyable que certains les ont accusés de l'avoir inventé. Au sud de l'Irak, le Palais des Rois, longtemps perdu, a été enfin identifié. Ce palais très ancien, révélé lors des fouilles à Tello, une ville moderne, était jadis situé au-dessus de la cité sumérienne de Girsou il y a 4500 ans. Ce temple était l'un des lieux les plus prestigieux du monde civilisé. Sous la direction du British Museum, l'équipe d'archéologues connaissait déjà l'existence de ce temple grâce à plus de 200 tablettes cunéiformes découvertes sur un site administratif abandonné. Ces tablettes, similaires à celles dont je vous avais parlé avec Naboo, le brasseur, contenaient toutes les informations sur la vie de la cité. Ces écrits mentionnaient un temple grandiose et puissant où le dieu de l'agriculture, Ningirsu, était adoré. Mais pourtant, personne ne croyait que les vestiges de ce temple seraient jamais retrouvés. On les qualifiait de perte de temps et d'argent. Mais l'équipe a réussi à prouver le contraire. Ils ont mis au jour les murs et les fondations en briques de pisé endommagées et délabrées de la structure. Et ce temple avait été construit pour dominer l'une des premières villes connues de l'histoire de l'humanité. Les Sumériens ont émergé en tant que civilisation il y a environ 6000 ans et c'est il y a environ 5500 ans qu'ils ont inventé l'écriture. Et c'est à peu près à cette époque que la ville de Girsou a été construite, suivie de la construction du temple. Et Timothy Potts du Getty Museum considère cette ville comme l'un des sites patrimoniaux les plus importants de la planète. Malheureusement, il ne reste que peu de choses à découvrir à l'intérieur du temple. Surtout, après tant de millénaires, l'endroit a été pillé de manière extensive et il ne reste que les fondations presque réduites à l'état de poussière. Les nazis avaient un intérêt vraiment étrange pour l'archéologie et l'histoire, à tel point que de nombreuses rumeurs et histoires ont émergé autour de leurs activités pour le moins très étranges. Et l'une d'entre elles provient de Russie et concerne d'étranges artefacts découverts dans les montagnes du Caucase. Une mallette aurait été retrouvée contenant 2 crânes étranges et les personnes qui auraient prétendument trouvé la mallette auraient également trouvé des sortes de souvenirs nazis. Ce qui laisserait supposer que les objets proviendraient de l'âne nerbeux qui pourrait se traduire par héritage ancestral et qui est une organisation très particulière dont nous allons parler plus tard. Le trésor pourrait avoir été perdu lors d'une expédition secrète dans les montagnes du Caucase
pendant la Seconde Guerre mondiale, et l'authenticité de la découverte n'est pas clairement établie. Des photos ont été mises en ligne et des crânes inhabituels qui semblent appartenir à des monstres d'un autre monde, pas nécessairement des extraterrestres, mais certainement des créatures bizarres. Et on trouve également des photos de la mallette portant le sceau de l'âne nerveux. Et si vous ne savez pas qu'est-ce que l'âne nerveux, préparez-vous à en prendre plein les yeux. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'âne nerveux était le nom de l'institut de recherche créé afin de prouver, entre guillemets, les fondements scientifiques de l'idéologie du parti au pouvoir de l'Allemagne à l'époque. Portée par une mégalomanie scientifique folle, la course aux découvertes conduira l'institution à d'innombrables actes de barbarie. En gros, l'âne nerveux était une sorte d'organisation secrète de chercheurs en paranormal créés par les SS. Et une partie de leur tâche consistait à découvrir la vérité sur les anciennes civilisations et à trouver la clé du pouvoir ultime. Ils ont effectué plusieurs expéditions avant la fin de la Seconde Guerre mondiale et se sont rendus au Tibet, auraient voyagé en Antarctique et auraient même visité le Caucase. Tout cela pour trouver des preuves de l'existence de la race aryenne et je ne sais quelles autres folies. Et 300 spécialistes de différents secteurs travaillaient dans l'ombre pour percer les mystères de l'humanité. Mais personne ne sait exactement ce que ces prétendus chercheurs auraient trouvé. Peut-être parce qu'il n'y avait rien à trouver. Mais les prétendus crânes découverts dans le Caucase ne ressemblent à rien de connu pour la science moderne. Mais ces crânes sont-ils réels ou font-ils partie d'un canular? Malheureusement, il n'y a pas de réponse définitive à la question. Peut-être que ces objets ont été créés par des faussaires après la fin du conflit pour faire croire à des objets de l'âne nerveux. Mais il est tout à fait possible que l'organisation elle-même ait créé ces crânes bizarres dans je ne sais quel but tordu, surtout quand on connaît le type de recherche mené par l'organisation et tout le secret qui l'entourait, ce ne serait vraiment pas étonnant. Les crânes de cristal. Vous avez certainement entendu parler de l'un des plus grands mystères ou des plus grands canulars de l'archéologie. Personne ne sait combien de vrais crânes de cristal sont disséminés dans le monde. La National Geographic a estimé qu'il pourrait y avoir une douzaine de crânes de cristal très rares dans des collections privées, et on pense que la plupart d'entre eux proviennent du Mexique et d'Amérique centrale. Certains affirment même que ces crânes feraient partie d'une sorte de complot secret, tandis que d'autres pensent qu'ils auraient des propriétés paranormales. Mais où se trouve la vérité exactement? Les personnes qui ont été en possession d'un crâne de cristal auraient reçu de très grands pouvoirs. Joshua Shapiro, co-auteur d'un livre populaire sur le sujet, affirmait que les crânes donnaient des capacités médiumniques. La croyance dominante suggère que les crânes de cristal représentent une forme exceptionnellement avancée de technologie. Ces crânes seraient prétendument capables de stocker et d'enregistrer de l'énergie tout en interagissant par le biais de vibrations dans l'air ou je ne sais quoi d'autre. Et la technologie humaine n'aurait aucun moyen de découvrir les systèmes très sophistiqués à l'intérieur de ces crânes, voyons. Mais ces derniers seraient suffisamment puissants pour interagir avec les cerveaux humains. Cependant, les archéologues affirment qu'il ne s'agit là que d'un fantasme. Et dans une étude récente qui fait date, des scientifiques du British Museum ont collaboré avec la Smithsonian Institution pour analyser de véritables crânes de cristal. Ils ont utilisé des analyses microscopiques électroniques pour dater les crânes de cristal et qui se sont tous avérés avoir été créés dans les années 1800. Et alors que la rumeur voudrait que les crânes de cristal aient des milliers d'années, les scientifiques n'ont trouvé aucun crâne datant de plus de 200 ans. Ils semblent tous provenir d'une époque où les musées étaient désespérément à la recherche d'artefacts. À tel point d'ailleurs qu'ils négligeaient très souvent des objets manifestement faux. Et selon les scientifiques traditionnels, les crânes de cristal ont été fabriqués dans le cadre d'une vaste machination visant à escroquer les musées. Les tablettes de Davenport. Le 10 janvier 1877, 3 tablettes d'ardoise ont été découvertes près de Davenport dans l'Iowa. Elles ont été présentées comme la preuve qu'une mystérieuse race de colons était arrivée en Amérique du Nord il y a des milliers d'années. Les 2 premières tablettes ont été trouvées dans un ancien monticule par un révérend local nommé Jacob Gass. Et l'année suivante, lors d'une fouille, Gass et un certain Charles Harrison, alors président de l'Académie des sciences naturelles de Davenport, ont découvert une 3e tablette. Et dans le tumulus,
Ils auraient également trouvé des squelettes humains, des coquillages et des haches en cuivre. L'Académie des sciences de Davenport pensait que le monticule avait été laissé par un groupe d'Européens et ont débarqué en Amérique il y a des milliers d'années de cela, peut-être même à l'époque romaine. Les tablettes étaient déroutantes car elles étaient couvertes de lettres étranges que personne n'a pu déchiffrer. Cependant, les scientifiques en dehors de l'Académie de Davenport ne pensaient pas qu'elles étaient réelles. Et au fur et à mesure que les scientifiques d'autres régions d'Amérique s'impliquaient dans l'affaire, il est devenu presque évident qu'il y avait une grande conspiration en train de se dérouler. Les tablettes étaient fausses et avaient été placées à dessein à l'intérieur d'un ancien monticule amérindien. Plus d'un siècle s'est écoulé et ce qui s'est passé n'est pas encore tout à fait clair. L'hypothèse la plus répandue est que Gass et les scientifiques de Davenport ont falsifié les artefacts pour discréditer justement les Amérindiens. Cette conspiration aurait été initiée pour donner du crédit à une mystérieuse race d'Européens plutôt qu'aux véritables Amérindiens responsables des monuments anciens. Tout cela pour renforcer un complexe de supériorité coloniale qui était très répandu à l'époque. La tombe extraterrestre. La découverte que je m'apprête à vous raconter ressemble à un film de science-fiction. Et pourtant, tout est vrai. Le gouvernement péruvien est accusé par des personnes qualifiées de conspirationnistes de dissimuler une ancienne tombe extraterrestre où 6 cadavres très étranges auraient été découverts dans un cimetière secret près des célèbres lignes de Nazca. Oui, je sais c'est farfelu, mais la suite l'est encore plus. La découverte a été annoncée en 2018 par un groupe de divers chercheurs dont des scientifiques russes. Ils ont mis au jour 6 momies datant du 6e siècle de l'ère commune à l'intérieur d'une tombe perdue. 4 momies masculines, celle d'un enfant et celle d'une femme. Chaque momie avait 2 bras, 2 jambes et d'autres caractéristiques humaines classiques. Mais selon les premiers rapports, elles semblaient trop étranges pour être humaines avec seulement 3 doigts à chaque main. Tout ceci ressemble à un ramassis de bêtises, mais c'est bien vrai. Et l'une des momies a été ramenée dans un laboratoire où des scientifiques russes ont étudié sa biologie. Le professeur Konstantin Korotkov de l'Université nationale de recherche russe affirmait que les momies n'étaient pas d'origine humaine. Les tests d'ADN auraient démontré que les momies possédaient 23 paires de chromosomes comme les humains, mais que leur structure anatomique était très différente. Selon les rapports des médecins russes, la structure osseuse n'est pas tout à fait la même. Les momies ont tous les attributs normaux des êtres humains, sauf qu'ils seraient légèrement différents. Et les scientifiques ont même déclaré que les résultats de leur étude correspondaient exactement à ce qu'ils attendaient d'une race humaine différente. Mais en toute logique, le Congrès mondial sur l'étude des momies affirme que ce n'est pas le cas. Ils ont tous qualifié les résultats de frauduleux. Ils sont même allés jusqu'à qualifier l'ensemble de la découverte de campagne irresponsable de désinformation organisée. Ils affirment que les momies sont des faux, fabriqués à partir de vrais restes momifiés pour les rendre authentiques. Les scientifiques péruviens affirment que les chercheurs russes font partie d'une vaste machination criminelle qui aurait profané de vrais corps humains afin de créer de faux extraterrestres crédibles. Et si vous ne savez plus trop qui croire, laissez-moi vous fournir un peu plus de contexte. Parmi les partisans de la découverte figure l'écrivain spécialisé dans le paranormal, Jamie Maussan, et souvenez-vous de ce nom car nous allons en parler plus tard dans la vidéo, et l'amateur britannique d'OVNI, Steve Mera, tous deux qualifiés de complotistes ou de conspirationnistes. Et le professeur russe lui-même, Konstantin Korotkov, n'en est pas son coup d'essai. Il a suscité la controverse auparavant avec une invention d'un appareil photo prétendant photographier l'âme humaine en 2008. Autant vous dire que ces recherches sont tout aussi crédibles que des promesses de campagne électorale. Les guerriers étrusques. Dans les années 1910, 3 sculptures anciennes ont été exposées au Metropolitan Museum of Art de New York. On pensait que ces statues dataient du 5e siècle avant notre ère, et en réalité, il s'agissait de faux. En fait, il s'agissait de faux, mais le musée ne s'en est rendu compte que 28 ans plus tard. Le responsable de cet incroyable gâchis est un certain John Marshall, le conservateur qui a lui-même acquis les objets. John a écrit un jour qu'aucun autre artefact n'égalait l'importance des statues. Quel visionnaire! Il a ajouté que les objets en question
remettait en question l'histoire connue de l'Italie ancienne. Mais par chance ou par malchance, John a échappé à l'embarras en mourant avant que les artefacts ne soient révélés comme des faux. Mais comment de telles erreurs archéologiques peuvent-elles se produire? Les statues provenaient d'un marchand d'artefacts nommé Petro Stettiner et ont été acquises entre 1915 et 1921. Il prétendait qu'elles étaient des exemples uniques de l'art étrusque, et les Étrusques étaient le peuple qui dominait une grande partie de l'Italie avant l'avènement de Rome, il y a 2500 ans. Ces statues présentaient des influences grecques évidentes, et elles semblent témoigner d'une coopération entre les Étrusques et les Grecs, ce qui suggère que les deux cultures étaient plus proches qu'on le pensait. Ces statues étaient également impressionnantes par leur taille. Elles étaient énormes, mesurant près de 1 mètre de haut, et elles étaient conservées dans un état presque parfait. Et aucune autre statue n'a jamais été retrouvée dans un tel état pour rivaliser avec la forme immaculée des guerriers étrusques. D'ailleurs, dès le premier jour où elles ont été placées dans le musée, beaucoup ont soupçonné que ces statues étaient trop belles pour être vraies. Et la suite des événements n'a pas été très reluisante pour les conservateurs du musée. Et pendant près de 28 ans, les conservateurs ont persisté à balayer tous les doutes des visiteurs et même des autres experts. Et ils étaient même assez prétentieux dans leur démarche. Et en 1921, la prétendue historienne de l'art, Gisela Richter, est même allée un tout petit peu trop loin. Elle a publié ses opinions sur les guerriers étrusques, affirmant que c'étaient des représentations de Dieu. Selon elle, ils provenaient probablement d'un grand autel utilisé pour des rites mystérieux. Et les experts du musée ont négligé les défauts de ce que l'on sait aujourd'hui être manifestement des faux. Il s'agit d'une véritable leçon sur l'obstination dont peuvent faire preuve même des archéologues respectables. Le seul doute qui subsiste est de savoir si le musée savait véritablement depuis le début que les objets étaient douteux ou bien qu'ils ne l'ont réalisé que plus tard. Mais il leur a fallu tout de même près de 30 ans pour admettre qu'il y avait des faux au sein de la collection. Les faux extraterrestres. Cette histoire ressemble énormément à celle des momies péruviennes, sauf qu'elle s'est déroulée très récemment et son ampleur a été bien plus grande. 2 corps supposés d'extraterrestres ont été présentés au Congrès mexicain en septembre 2023. Le responsable de cette incroyable présentation était Jaime Maussan, justement le nom que je vous avais demandé de retenir de l'histoire des extraterrestres péruviens. Jaime, ou Jaime plutôt, a déclaré sous serment que les 2 corps très étranges qu'il a présentés au Congrès étaient des êtres non humains. Il affirmait qu'il s'agissait d'extraterrestres, de créatures à 3 doigts encore une fois, et au corps minuscule. L'audience a d'ailleurs fait un très grand bruit à l'international et a fait la une des journaux internationaux pendant des semaines. Jaime et son groupe d'experts ont montré des preuves supposées révélant des images radiographiques des organes internes des extraterrestres. Ils ont présenté un spectacle très convaincant, captant l'imagination de millions de personnes et faisant parler de la possibilité d'une vie extraterrestre. Mais avait-il vraiment une paire de corps d'extraterrestres ou n'était-ce qu'une vaste escroquerie? Pour mieux comprendre l'histoire, jetons un coup d'œil sur qui est Jaime Maussan. Il s'agit d'un scientifique et d'un écrivain autoproclamé. C'est aussi un passionné d'extraterrestres et un animateur de télévision. Jaime est un homme qui a déjà fait beaucoup d'affirmations scandaleuses qui n'ont jamais été prouvées. Il est connu pour ses activités pseudo-scientifiques. Et il faut également dire qu'il est assez méprisé par les vrais scientifiques de la communauté internationale. Par exemple, Antigona Segura, la plus grande astrobiologiste du Mexique, a déclaré que les conclusions de Jaime n'étaient étayées par aucune preuve. Antigona a également qualifié l'ensemble de l'audition de honteuse. Les choses deviennent encore plus étranges lorsqu'on examine les informations de Jaime. Il a déclaré que des chercheurs de l'Université nationale autonome du Mexique avaient procédé à une datation au radiocarbone des restes et que ces datations donnaient aux extraterrestres un âge de près de 1000 ans. Mais l'université a ensuite pris publiquement ses distances avec Jaime. L'université a même déclaré qu'elle n'avait jamais prélevé d'échantillons ni effectué de datation. Et la plupart des experts s'accordent à dire que Jaime est un escroc. Julieta Fierro, de l'Institut d'astronomie du Mexique, a déclaré, je cite, « Bien sûr, tout cela a été inventé. La grande question est de savoir pourquoi le Congrès mexicain
a autorisé un escroc notoire à monter un spectacle avec 2 faux corps d'extraterrestres. Personne ne le sait vraiment, mais si vous voulez encore plus de théories du complot, pour certains, c'était une sorte de distraction pour détourner l'attention du public de quelque chose de bien plus important. Quoi au juste, personne ne peut le dire. Mais distraction ou pas, ça ne change rien à l'escroquerie de Jaime. Des plans sur la comète. L'hypothèse de la comète de Clovis relève plus de la spéculation que de la théorie du complot. Certains experts pensent qu'il y a 12 850 ans, un astéroïde géant s'est écrasé sur la planète, semant par la même occasion le chaos. Les débris spatiaux ont probablement touché l'Amérique du Nord, se brisant éventuellement et s'écrasant sur diverses parties du globe. Le lieu précis de l'atterrissage n'a pas vraiment d'importance, car on pense que les conséquences ont été globales. On pense que cet astéroïde a provoqué une série d'événements qui ont décimé et la population humaine et animale, entraînant l'extinction d'une importante mégafaune du Pléistocène, notamment des animaux comme le mastodonte, le tigre à dents de sabre et le paresseux géant. En outre, il aurait anéanti la culture Clovis et potentiellement la civilisation de l'Atlantide selon les interprétations les plus folles. Et l'un des principaux partisans de ces théories est le scientifique Martin Sweatman de l'Université d'Édimbourg en Écosse. Sweatman et son équipe affirment avoir découvert des niveaux très élevés de platine en Amérique du Nord et au Groenland, où ils pensent que des débris de l'astéroïde sont tombés. Le platine est la preuve d'un événement à très haute température, résultat d'une grande explosion qui a généré une chaleur telle qu'elle a créé des nanodiamants. Et bien que des preuves matérielles semblent être présentes, la théorie n'est pas encore largement acceptée. La recherche suggère que quelque chose de très important s'est produit il y a 12 850 ans. Il existe des preuves d'un événement monumental à Göbekli Tepe, souvent appelé le premier temple du monde. Les mythes du déluge mondial, y compris le mythe biblique du grand déluge, et même un mythe très similaire plus ancien, dans l'épopée de Gilgamesh, remontent également à la même époque. De nombreuses civilisations anciennes ont parlé d'un événement qui a bouleversé le monde et qui se serait déroulé, selon toute vraisemblance et selon toutes les estimations, quelque part vers 12 000 ou 13 000 ans. Cette date coïnciderait même avec la destruction soudaine de l'Atlantide, selon les récits de Platon. Les chercheurs restent très prudents quant à la véracité d'un événement catastrophique qui aurait changé le monde entier. Mais plusieurs mythes, qui ne sont d'ailleurs pas des archives historiques à proprement dit, semblent s'aligner sur ce récit. Et si c'est vrai, cela pourrait signifier que la Bible avait raison au sujet du déluge, ainsi que tous les autres mythes qui décrivent un événement similaire. Fausser la crucifixion. Un archéologue va passer du temps en prison pour sa dernière découverte. Voilà une histoire qui sort de l'ordinaire. Il s'appelle Eliseo Gil et c'est un véritable escroc. En 2006, l'archéologue, ou l'archéologue entre guillemets, espagnol, a été célébré pour son étonnante découverte. Il a trouvé ce que l'on croyait être potentiellement la plus ancienne représentation de la scène de la crucifixion. La découverte a été faite dans l'ancienne ville romaine de Velea en Espagne. Et cet artefact était un tesson de poterie représentant le Christ sur la croix. Cependant, en 2008, certains signaux d'alarme concernant la découverte ont été révélés. D'autres scientifiques ont trouvé des traces de colle moderne et il y avait des défauts évidents tels que l'écriture sur la poterie mentionnant des dieux qui n'ont jamais existé. Au final, l'archéologue a été reconnu coupable de l'une des plus grandes falsifications de matériel archéologique du monde romain. Eliseo a donc été condamné à 2 ans et 3 mois de prison pour avoir fabriqué sa fausse scène de crucifixion. Quelle était selon vous sa motivation? L'argent ou la célébrité? Et si c'était la célébrité, c'est réussi, mais pour les mauvaises raisons. Les mains de bronze. Il y a des milliers d'années, les Grecs et les Romains faisaient quelque chose d'extrêmement étrange. Ils se promenaient dans les rues en portant des mains de bronze tordues et laides, comme si elles provenaient d'un cadavre. Et ces mains métalliques très bizarres étaient généralement accrochées à l'extrémité de bâtons en bois. Parfois, ils étaient décorés de serpents, mais d'autres fois, les mains de bronze comportaient des compartiments secrets où l'on pouvait ranger d'étranges objets mystiques. Dans tous les cas, les mains de bronze étaient portées par des adorateurs du très mystérieux Sabazios ou Sabazius, littéralement le frappant ou le tonnant. Il s'agit d'un culte très ancien et secret dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler.
la main de bronze était connue comme la main de Sabazios, un symbole très puissant d'une divinité disparue depuis bien longtemps. Sabazios était un dieu de la fertilité, vénéré aux côtés notamment des divinités Zeus et Dionysos entre autres. Mais si aujourd'hui, on connaît son nom, on en sait très peu de choses sur son culte et sur ses origines. Tout ce dont les historiens censurent, c'est que les Romains ont été influencés par une source extérieure, le culte ayant migré à Rome depuis d'autres endroits. Le culte a gagné en influence vers le 1er siècle de l'ère commune et le culte pourrait avoir pénétré l'Empire romain par la Thrace ou la Phrygie au cours des conquêtes romaines. Il s'agissait très probablement d'un amalgame de diverses idées religieuses. On le soupçonne même de contenir quelques influences égyptiennes. Mais comme beaucoup de cultes mystérieux de l'époque romaine, il n'a laissé aucune trace écrite, et les chercheurs n'ont vraiment appris l'existence de ce culte que lorsqu'ils ont commencé à déterrer d'étranges mains de bronze sur des sites antiques de la Méditerranée. En 1980, le professeur Eugene Lane de l'université du Missouri a remarqué des représentations de Sabazios dans la Rome antique. Il était représenté avec une couronne, souvent entourée de serpents et brandissant généralement une lance. Mais la seule véritable caractéristique toujours associée au dieu et à son culte était ses étranges mains de bronze. Et autre aspect très bizarre et terrifiant des mains était la position spécifique de la main, connue sous le nom de Benedictio Latina et qui a joué un rôle crucial. Dans ce geste, le pouce, l'index et le majeur de la main droite s'étendent vers l'extérieur, tandis que l'annulaire et l'auriculaire se replient dans la paume. Et bien que la signification exacte de la main reste floue, elle reflète tout de même un aspect très important de la société romaine, l'ouverture des Romains aux influences religieuses extérieures et leur capacité à former des cultes distincts. Et même si il n'y a pas de réponse définitive quant à la signification de la main, la meilleure hypothèse suggère que la main symbolise la bénédiction ou les faveurs divines, à l'instar du concept de main de Dieu dans l'imagerie chrétienne primitive. La statue sanguinaire. Au Mexique, il existe une statue terrifiante qui a sans doute fait couler plus de sang que ce que l'on pourrait imaginer. Pas directement bien sûr, mais laissez-moi vous l'expliquer. Le monolithe de Tlaloc est l'une des sculptures les plus grandes et les plus impressionnantes jamais découvertes au Mexique. Il s'agit d'une œuvre colossale en pierre ancienne qui représente le dieu aztèque de la pluie, Tlaloc. Il se trouve aujourd'hui dans le parc de Chapultepec, à Mexico, au bord du boulevard Reforma. Et le colosse serait censé avoir des pouvoirs surnaturels. Comment juste? Tout simplement, le jour où l'énorme divinité a été transportée à Mexico, un orage a surgi de nulle part. Il s'agit d'un orage sans précédent qui a recouvert la ville de pluie et enflammé le ciel d'éclairs pendant des jours. Peut-être était-ce une coïncidence, ou peut-être le dieu aztèque de l'orage faisait-il sentir sa présence dans la ville. Le monolithe de Tlaloc a été découvert à la fin des années 1800. Il a été mis au jour près de la petite ville de Coatlinchan. Des villageois creusaient un canal d'irrigation pour leur culture lorsqu'ils en trouvaient enfoui au fond d'un ruisseau asséché. Des archéologues se sont alors rendus dans la petite ville et ont fini par conclure qu'il s'agissait de Tlaloc lui-même, probablement sculpté par les Aztèques pour tenter de convaincre le dieu de leur accorder de la pluie pour leur récolte. À l'époque de l'Empire aztèque, les gens faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour apaiser le dieu des tempêtes et de la pluie. Il était directement lié au succès des récoltes et la croyance était qu'il retenait la pluie lorsqu'il était contrarié. Et lorsque la récolte était très mauvaise, les Aztèques pensaient qu'ils avaient fait quelque chose pour irriter le dieu. En réaction, ils procédaient à des sacrifices humains et construisaient de grands monolithes à l'effigie de Tlaloc. On ne peut donc qu'imaginer la quantité de sang sacrifié pour cette statue. Le calice d'Ardag. Le calice d'Ardag est un véritable trésor national pour les Irlandais. Il a été découvert dans la ville de Limerick en 1868. Le calice faisait partie d'un trésor beaucoup plus important découvert dans un ancien fort circulaire. Le calice était accompagné d'objets tels que des broches en argent et d'autres métaux précieux. Mais de tous les objets trouvés dans la horde, le calice d'Ardag était de loin le plus ancien. Il a été estimé environ 750 de l'ère commune, ce qui suggère qu'il a pu être enterré lors d'un raid viking. Et vous connaissez déjà l'histoire.
au 8e siècle, les pillards scandinaves étaient un fléau en Irlande et dans toutes les îles britanniques d'ailleurs. L'île était facile à piller car les Vikings pouvaient facilement ancrer leurs navires et attaquer les villages proches du rivage. Et en raison de son ancienneté, les chercheurs pensent que le calice a été enterré pour éviter que les pillards vikings ne le découvrent. La horde entière avait été enterrée dans un trou peu profond, puis recouverte d'une dalle de pierre. Et le propriétaire avait probablement l'intention de revenir le chercher plus tard. Mais il ne l'a jamais fait, hélas. Avec un peu d'imagination, nous pouvons donc affirmer que le propriétaire du calice a probablement été massacré par les envahisseurs vikings. Et l'histoire de la découverte du calice d'Ardagh au 19e siècle est également très intéressante. Les trésors ont été mis au jour par un couple d'adolescents qui cherchaient des pommes de terre qu'ils avaient plantées dans les ruines d'un fort circulaire. Et pourquoi dans les ruines du fort exactement? Eh bien tout simplement dans l'espoir qu'une magie très ancienne puisse protéger leur récolte du mildiou de la pomme de terre, une maladie causée par des champignons appartenant à différents genres et qui ruine les récoltes. La découverte du trésor a fait énormément de bruit en Irlande et les adolescents espéraient devenir riches. Mais il s'est avéré que le trésor se trouvait sur les terres de l'église. Et donc pas grand chose pour les gamins. Mais l'évêque a tout de même eu la gentillesse de donner quelques billets aux adolescents pour leur peine. Et ils peuvent s'estimer heureux d'avoir eu les pommes de terre en lot de consolation. L'astronaute de Khazar. L'astronaute de Khazar, une grande dalle de pierre découverte près d'un cimetière dans le village de Khazar, se trouve en Espagne, au musée de Cáceres. Cette dalle, ou plus précisément cette stèle, déconcerte les chercheurs depuis des années, tout simplement parce que sur la roche est gravée une très étrange figure humanoïde. La figure a une tête difforme et des épaules arrondies, ressemblant beaucoup à un extraterrestre, du moins un extraterrestre selon Hollywood et d'autres représentations de la culture populaire moderne. La figure étrange a été surnommée l'astronaute de Khazar et l'affaire n'est pas complètement résolue. Mais la plupart des archéologues ont une théorie bien plus solide qu'un simple extraterrestre. Ils pensent que l'astronaute de Khazar n'est rien d'autre que la représentation d'un guerrier celto-bérien du 2e siècle avant l'ère commune. Et les lettres latines trouvées sur le rocher suggèrent qu'il a été créé lors de la conquête romaine de l'Espagne. Mais les choses ne sont pas exactement ce qu'elles semblent être. Il est vrai qu'il y a une inscription latine sur le rocher, mais cette inscription est encore plus mystérieuse que la figure, et n'a jamais été déchiffrée. Elle est écrite en caractères latins certes, mais semble provenir d'une langue inconnue. Au début de la période romaine en Espagne, plusieurs langues étaient parlées dans la péninsule ibérique, dans le celtibère, le lusitanien, le tartessien, le proto-basque, le latin, et probablement le grec et le punique. Et parmi ces langues, le celtibère, le lusitanien, le tartessien et le proto-basque étaient originaires de la péninsule ibérique, tandis que les autres langues ont été introduites par des cultures étrangères. Et malgré toutes les recherches déjà effectuées, les scientifiques restent perplexes. Que représente réellement la figure? Et encore plus important, que veut dire réellement le texte? Et de quelle langue aujourd'hui disparue s'agit-il là? La coupe arc-en-ciel. Des archéologues allemands viennent de découvrir un objet très mystérieux qui pourrait avoir été créé par un arc-en-ciel magique. Du moins, c'est ce que disent les légendes. Les chercheurs ont trouvé ce que l'on appelle une coupe arc-en-ciel celtique qui a été frappée par les Celtes il y a près de 2000 ans. La coupe arc-en-ciel celtique est une expression qui désigne des pièces d'or et d'argent celtiques trouvées dans des zones autrefois dominées par la culture de l'Athènes, du 5e siècle avant notre ère au 1er siècle de notre ère en Europe centrale. Selon la collection archéologique de l'État de Bavière, elle a été trouvée au bord d'une rivière. Cette pièce ancienne était là attendant que quelqu'un la ramasse, et les chercheurs affirment qu'elle a été frappée vers le 1er siècle avant notre ère et qu'elle est décorée d'une étoile à 4 branches dans l'une de ses faces. Et tout comme d'autres pièces de monnaie en forme de coupe arc-en-ciel, cette pièce est incurvée. Elle n'est pas plate comme une pièce de monnaie normale, elle a plutôt la forme d'un bol. Le nom coupe arc-en-ciel vient de l'ancienne légende celtique sur la façon dont les pièces étaient censées avoir été fabriquées. On croyait que les pièces provenaient de gouttes d'or qui tombaient de l'extrémité d'un arc-en-ciel. La croyance en un trésor au bout de l'arc-en-ciel n'était pas seulement associée au lutin. Dans l'Antiquité,
Les Celtes pensaient que l'or pur s'écoulait de l'extrémité d'arcs de couleur atmosphérique magique, et que cet or magique était ensuite transformé en pièces de monnaie spéciales pour indiquer sa provenance. Il n'existe que 3 pièces de monnaie arc-en-ciel connues portant l'étoile à 4 branches. Il s'agit ici donc d'un artefact extrêmement rare qui a été frappé juste avant la conquête romaine de la Bavière en 15 avant l'ère commune. Les pièces romaines sont ensuite devenues la monnaie courante, bien plus pratique certes, mais beaucoup moins magique. Le dernier roi de Babylone. Des archéologues ont trouvé ce qu'ils pensaient être une sculpture du dernier roi de Babylone. Dans le nord de l'Arabie Saoudite, une inscription a été identifiée sur un bloc de pierre. Mais ce n'est pas tout à fait le genre d'artefact que l'on peut transporter dans un laboratoire et étudier. Il s'agit d'un énorme bloc de pierre sur lequel quelqu'un a gravé une image au cours du 6e siècle avant notre ère. Selon les professionnels de la Commission saoudienne pour le tourisme et le patrimoine national, l'inscription représente le roi Nabonide. Nabonide a régné sur Babylone de 556 à 539 avant l'ère commune, et la fin de son règne coïncide avec la fin de Babylone en tant qu'empire, et le royaume est tombé aux mains du puissant souverain Cyrus le Grand de Perse. C'était la fin de l'un des plus grands empires que le monde ait jamais connu, Babylone s'étendant du golfe Persique à la Méditerranée à son apogée. Nabonide a même réussi à s'emparer d'une partie de ce qui est aujourd'hui l'Arabie Saoudite avant sa défaite finale, et la sculpture du souverain a été trouvée près d'Alaït qui s'appelait Fadak dans l'Antiquité. On y trouve actuellement les ruines d'une forteresse et un trésor d'art rupestre. La gravure représente le roi Nabonide et 4 symboles extrêmement importants: la lune, le soleil, un serpent et une fleur. Il est probable que chacun de ces symboles représentait une divinité différente. La lune aurait représenté la déesse Sin, le soleil, le dieu Shamash. D'ailleurs, en arabe, le soleil est toujours appelé Shams. En revanche, la fleur et le serpent sont un peu plus difficiles à cerner. On ignore encore beaucoup de choses sur la fin de Nabonide, mais on pense qu'il a été capturé par les généraux de Cyrus et qu'il a été envoyé en exil pour le reste de sa vie. Le penny du Maine. À l'automne 1956, les archéologues amateurs Guy Melgren et Ed Runge se sont rendus sur une propriété de la côte du Maine appartenant à un certain Godard pour y chercher des objets. Les 2 hommes ont trouvé plusieurs objets et ont une valeur historique potentielle, notamment des dagues ou des couteaux et d'anciens foyers de feu, ce qui les a incités à revenir l'été suivant pour poursuivre leurs fouilles. Et lors de leur 2e visite, les hommes ont trouvé une petite pièce de 1,5 cm de diamètre que Melgren a décrite à tort comme un penny anglais du XIIe siècle de notre ère. Mais il s'est très lourdement trompé. En 1978, un marchand de pièces de monnaie londonien a vu la photo de la pièce et a immédiatement su qu'elle n'était pas ce que Melgren pensait qu'elle était. Il s'agissait en réalité d'une pièce nordique fabriquée entre 1065 et 1093, ce qui indique que les Vikings ont peut-être devancé Christophe Colomb au Nouveau Monde, ce qui à l'époque n'était pas totalement un fait avéré. Jusqu'alors, la preuve la plus solide que les Vikings ont été les premiers Européens arrivés en Amérique provenait de Terre-Neuve, au Canada, sous la forme de l'ancienne colonie de Lanzo-Meadows. Et à l'époque, la plupart des artefacts nordiques présumés étaient tous considérés comme des canulars jusqu'à ce que le penny nordique du Maine fasse son apparition. L'expert norvégien en pièces antiques, Kolbjørn Skare, a confirmé en 1979 que le penny était bien d'origine nordique et qu'il avait probablement été fabriqué au cours de la 2e moitié du XIe siècle. Et si la plupart des experts ne doutaient pas de l'authenticité de la pièce, les chercheurs n'avaient toujours pas d'explication fiable sur la façon dont elle s'était retrouvée sur le littoral du Maine. Elle aurait pu passer entre les mains des marchands, voire même appartenir à l'explorateur norvégien légendaire Leif Erikson, qui avait établi un camp le long de la côte atlantique. Il est également possible que Melgren ait obtenu la pièce ailleurs et qu'il ait prétendu l'avoir trouvée lors de ses fouilles dans le Maine. Et le fait qu'il soit archéologue amateur n'aide malheureusement pas, et ce n'est pas le seul facteur. Un anthropologue et archéologue, Edmund Carpenter, a déclaré que le penny pourrait être faux. Après tout, de nombreuses pièces et objets vikings contrefaits
sont apparus dès les années 50. Et Mellgren était un collectionneur de pièces de monnaie qui travaillait dans le commerce, ce qui signifiait qu'il a pu mettre la main sur l'objet assez facilement. Mais plus étrange encore, alors qu'aucun autre objet nordique n'a été découvert sur le site de Godard, des archéologues, certifiés cette fois, ont trouvé des preuves d'échanges commerciaux importants entre les tribus amérindiennes sur le site. Une abondance de pointes de flèches et de monticules de poterie provenant de centaines de kilomètres de là. Bruce Borg, ancien archéologue en chef du Maine State Museum, a résumé le site de Godard en ces termes. Le vrai mystère est de savoir ce qui se passait sur le site à l'époque. Sculpture mystère. Chan Chan était la capitale du royaume de Chimu qui est apparu au Pérou vers 850 de l'ère commune et qui est très rapidement devenue l'une des civilisations les plus puissantes d'Amérique du Sud. Et au cours de leur règne, ils ont contrôlé 1000 km de côtes péruviennes. Et Chan Chan, leur plus grande réalisation, regorge de temples, de boutiques, de palais d'élite et de réservoirs d'eau. Il s'agit de l'un des plus grands sites antiques du continent avec en son centre un groupe d'adorateurs du soleil. Après tout, le nom Chan Chan, qui vient des transcriptions des chroniqueurs espagnols, vient de la langue Chimu, le Quinglam dans lequel le mot Jiang ou Chang signifie soleil. Donc Chan Chan serait littéralement soleil-soleil. Nom qu'elle doit sans doute à son climat ensoleillé, rafraîchi toute l'année par une brise du sud. Et c'est dans cette ville que les archéologues ont récemment découvert une étrange sculpture. Le ministère péruvien de la Culture annonçait la découverte d'une figure en bois qui donne la chair de poule. Les chercheurs exploraient la partie nord du complexe principal lorsqu'ils ont trouvé la statue. Et la sculpture mesure un peu moins de 60 cm de haut et possède un visage plat peint en rouge. Il s'agit de l'une des premières créations des Chimu, datant d'environ 1470 ans. Et c'est l'un des objets les plus anciens trouvés sur le site. Mais qu'est-ce que c'est au juste? Les archéologues pensent que la sculpture en bois représente le porteur de litière d'un souverain. Mais cela nous amène à la question suivante. Qu'est-ce qu'un porteur de litière au juste? Une litière est une sorte de lit, ordinairement couvert, porté sur des brancards par des chevaux, des mulets et quelquefois des hommes, et qui servait très généralement à transporter des personnalités très importantes dans le passé. Et les personnes portant ce titre étrange étaient généralement chargées de transporter la litière du roi. Et la litière du roi était en quelque sorte la première version d'un carrosse. Le roi s'asseyait dans un trône moelleux, couvert du soleil. Il était ensuite transporté par les porteurs de litière afin que le puissant empereur n'ait pas à se salir les pieds. Offrande à Zeus. De récentes pluies en Grèce ont révélé quelque chose d'énorme. En vrai, il s'agit d'un tout petit artefact, mais dont l'importance est tout bonnement immense. Selon le ministère grec de la Culture, des chercheurs ont accidentellement découvert une offrande au plus grand dieu de l'Olympe, Zeus lui-même. Et cette découverte a eu lieu alors que les archéologues étudiaient le site où se déroulaient les Jeux olympiques antiques, Olympie donc. Une intense tempête et énormément de pluie ont emporté une très grande partie des sédiments de surface, ce qui a permis à Zaccharoula Leventoris de voir l'artefact grâce à l'une de ses cornes qui dépassait de la terre. Le trésor est une minuscule figurine de taureau en bronze qui a été fabriquée il y a 3000 ans et qui ne mesure que 2 cm de long. L'objet a ensuite été transporté dans un laboratoire où il a été étudié par des scientifiques. Et les premiers résultats montrent que la sculpture en bronze a été réalisée vers 1050 avant l'ère commune. Elle a été donnée en offrande à Zeus dans son sanctuaire et n'aurait pas été la seule offrande non plus. Il y aurait eu des milliers de ces petites offrandes votives déposées dans le bosquet sacré de Zeus à Olympie, dans justement le temple de Zeus qui fait partie des 7 merveilles du monde antique. Et ce qui a été découvert dans ce volcan a choqué les scientifiques. Découvre-le en cliquant sur cette vidéo.